Je venais tout juste de sortir un gâteau au citron du four quand le téléphone sonne. Il était encore chaud entre mes mains. Le parfum de sucre et de zeste flottait dans la cuisine. Quand j'ai vu s'afficher le nom de Malik sur l'écran, j'ai souri. J'ai pensé qu'il m'appelait pour me demander d'apporter ma tarte aux poires, celle que sa famille adore, ou pour me rappeler de ne pas gâter les petits avec trop de friandises. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et j'ai décroché. Sa voix était douce, trop douce. Maman, tu es occupée? Pas plus que d'habitude. Le gâteau vient juste de sortir du four. Il marque une pause. Écoutez, j'ai réfléchi. L'appartement est un peu plein en ces moments. Les parents dîners sont arrivés plus tôt que prévu et les enfants sont déjà excités comme jamais. Je crois qu'on n'aura pas vraiment de place ce week-end, tu comprends? Je n'ai rien dit. J'avais trop peur de ce que ma voix allait trahir. Je me disais que tu pourrais peut-être rester chez Madame Ghislaine. Elle a toujours dit que tu étais la bienvenue. Madame Ghislaine, mon ancienne collègue, presque aveugle maintenant, est logée chez sa fille à Périgueux. Je ne l'avais pas vue depuis des années. J'ai pris le téléphone un peu plus fort contre mon oreille, comme si je n'avais pas bien entendu. Ton appartement est trop petit maintenant? C'est juste pour ce week-end, maman. Ce n'est pas contre toi. Pas contre moi. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir, puis j'ai raccroché et posé le gâteau tout doucement sur le comptoir. Je suis restée là un long moment, entourée par le silence de la pièce. Le gâteau est resté intact pendant 3 jours. Je m'appelle Rosaline Bérard. J'ai 72 ans. Je suis une ancienne conductrice de car scolaire et j'ai élève sur le mon fils unique. J'ai longtemps cru que l'amour s'éprouvait par les sacrifices, que si l'on donnait assez, de temps, d'argent, de prière, de soi-même, on finirait par être aimé en retour. Je me suis trompée. Et voici l'histoire de la manière dont j'ai enfin compris que se laisser effacer n'a jamais été une épreuve de loyauté. Qu'est-ce l'histoire du jour où j'ai cessé de confondre être nécessaire avec être désiré. Je suis partie au lever du soleil. Je n'ai pas dit à Malik que je venais quand même. J'avais préparé mon sac la veille le soir, glissé le gâteau au citron dans une boîte solide, et charge la banquette arrière avec quelques affaires qu'il m'avait demandé d'apporter il y a des mois. Un vieux carton de livres d'école, un plaid tricoté par sa grand-mère, et une boîte à chaussures remplie de photos de famille que j'avais promis de trier. La nationale vers Toulouse n'avait pas changé. Les mêmes chambres laboureuses, les mêmes stations, services à moitié vides. Je me suis arrêtée à celle près de Montauban, là où je lui achetais autrefois des bonbons à la violette et une boisson gazeuse après l'école. Cette fois, je n'ai rien pris. Juste quelques minutes d'immobilité, les mains sur le volant, comme pour me convaincre que j'allais bien. La voiture ronronnait doucement. Je pensais à la dernière fois que j'avais visité leur appartement, qu'était juste après leur déménagement. Tout était encore vide, pas de rideaux, des cartons partout, les murs nus. J'avais aidé à repeindre la chambre d'amis, choisissant un blanc cassé qui captait joliment la lumière de fin d'après-midi. Il m'avait remercié, m'avait serré fort dans ses bras. C'est grâce à toi qu'on peut s'installer ici, maman. Comme les remerciements peuvent être éphémères, une fois le confort installé. Quand j'ai vu le panneau annonçant la sortie pour Colomiers, mon ventre s'est noué par de colère, même pas de peur, juste une boule basse, silencieuse, comme un avertissement. Je n'avais pas vraiment de plan. Je savais simplement que je ne me laisserais pas écarter d'un endroit auquel j'avais contribué. J'ai tourné dans le rue. Des enfants jouant au ballon. Une voisine arrosait 16 géraniums. Leur immeuble était là, en bout de lotissement. La façade fraîchement repeinte et des vélos appuyés contre la rambarde. La place de parking où je me garais d'habitude était occupée par un monospace brillant avec des plaques du Val-de-Marne. Probablement celui du Père d'Inès. Je suis restée assise un instant dans la voiture, observant les silhouettes qui bougeaient derrière les rideaux. Des rires s'échappaient de la fenêtre entrouverte. J'ai regardé le gâteau sur le siège passager. Il avait un peu glissé, le glaçage citron formant une légère pente. Je la redresse doucement, puis j'ai ouvert la portière. La lumière du palier s'est allumée alors que j'ai monté les 3 marches.
Il était à peine 14 heures, mais le capteur s'était sans doute déclenché à mon passage. Ou bien quelqu'un avait appuyé sur l'interrupteur. En tout cas, le halogen me semble presque trop vif pour ce moment. C'était le même palier sur lequel j'avais posé mes sacs, des années plus tôt, quand j'étais venu les aider à emménager. Inès était encore timide à cette époque, toujours un peu en retrait, les mains jointes sur ses genoux. Aujourd'hui, elle dirigeait la maison comme si elle y avait toujours règne. La porte s'est ouverte avant même que je puisse frapper. Inès était là, un torchon à la main, l'air surprise mais pas vraiment ravié. Elle m'a adressé un sourire figue. Madame Bérard, on ne pensait pas que vous viendriez quand même. Je suis montée sur le palier tenant le gâteau à deux mains. Eh bien, me voilà. Elle a hésité un instant, puis a ouvert la porte plus largement. Entrez. À l'intérieur, l'appartement était rempli de bruit et d'agitation. Les enfants couraient dans le salon, une baguette magique dans une main, un coussin dans l'autre. Une musique douce sortait d'une enceinte dans la cuisine. L'odeur de poulet rôti et d'ail flottait dans l'air, familière, presque accoelante. Pendant une seconde, j'ai cru que j'allais pouvoir respirer. Puis j'ai vu la porte de la chambre d'amis s'entrouverte. Une valise ouverte au pied du lit. Deux verres à moitié remplis posés sur la commode. Une tablette encore allumée. Abandonnée sur un magazine de moscoises, la mère d'Inès est apparue dans l'embrasure, s'étirant paresseusement. Je vais me doucher avant de manger. J'espère qu'il en reste pour moi. Elle m'avouait et a souri, tout naturellement. Oh, Malik ne nous avait pas dit que vous veniez finalement. J'ai souri aussi. Il ne m'a pas dit que je ne venais pas. Inès a toussé discrètement, contournant le meuble pour aller poser le gâteau dans la cuisine. Je vais mettre ça au frais. Il sent divinement bon. Je l'ai suivi lentement, mes yeux glissant sur les détails. De nouveaux rideaux, un fauteuil que je ne reconnaissais pas, un mur de photos de famille, sans une seule de moi. Malik est entré par la terrasse, un verre à la main. Il s'est figé en me voyant, l'air surpris, peut-être même un peu coupable. Maman, tu es venue. Oui. Il a frotté sa nuque, Jane. Je ne pensais pas. Enfin, après ce qu'on s'est dit, tu pensais que je trouverais un autre endroit. Ma voix était calme, presque posée, mais j'étais déjà sur la route. Il a hoché la tête sans vraiment me regarder. On a déjà beaucoup de monde, c'est tout. Je regarde à nouveau vers la chambre. Je vois que personne n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis Inès se lance dans un jeu depuis la cuisine. Vous voulez manger quelque chose, Madame Bérard? On a de tout. Il y avait sûrement assez à manger, mais pas une seule place pour moi, même pas un coin. Je regarde une dernière fois autour de moi, puis je lui ai dit doucement. Je vais juste importer une assiette, si ça ne vous dérange pas. Ils ont préparé l'assiette avec soin. Inès y a mis un morceau de poulet, un pot de riz, des haricots verts, et elle a recouvert le tout avec une feuille de papier aluminium, bien pliée aux coins. Elle me l'a tendu avec les deux mains, comme si elle m'offrait quelque chose de précieux. J'ai remercié, puis je suis restée plantée là, au milieu de la cuisine, sans savoir où me mettre. Personne ne m'a proposé de m'asseoir. Personne ne m'a demandé où je comptais dormir. Malik regarde l'heure sur le micro-ondes. Il est encore tôt. Tu veux que j'appelle Madame Ghislaine pour voir si elle est chez elle? Je la regarde longuement. Il évitait mes yeux, les doigts crispés sur son téléphone, l'air de rendre service mais surtout de s'éloigner du malaise. Ce n'est pas la peine, ai-je dit en serrant un peu plus fort l'espace de mon manteau. Je vais me débrouiller. Dehors, le soleil commençait à descendre doucement derrière les immeubles. Les rires des enfants s'éteignent tous, les portes se refermaient. Une par une, les lampes s'allumaient sur les balcons. Je suis retournée à ma voiture, l'assiette tiède entre les mains, et je me suis assise sur le siège conducteur sans allumer le moteur. Je n'ai pas peur. Je suis juste restée là droite, les yeux dans le vide, à me souvenir. Je me suis rappelé le jour où il avait eu cette vilaine grippe pendant ses études à Toulouse. J'avais conduit 3 heures avec une soupière calée sur le siège passager, arrêté tous les quarts d'heure pour vérifier qu'elle restait chaude. Je me suis souvenu de cette fois où sa voiture était tombée en panne juste avant un entretien d'embauche, et j'avais pris un prêt express pour couvrir les réparations.
Je me suis rappelé de cette chambre d'amis, celle la même, que j'avais repeinte, me mettant à genoux malgré mes genoux fatigues, choisissant les lignes de lit en pensant à ces quilles amérates. J'ai tourné la clé et reculé lentement. Personne n'est sorti, personne n'a levé la main. Quelques rues plus loin. J'ai aperçu une pancarte d'hôtel, une petite enseigne bleue avec des lettres clignotantes. J'ai tourné sans réfléchir. À l'accueil, la réceptionniste m'a tendu les clés sans poser de questions. Chambre 108. Rez-de-chaussée, vue sur le parking. La chambre sentait un mélange de javel et d'humidité. J'ai posé l'assiette sur le bureau, me suis assise au bord du lit et j'ai observé les lieux. Des moules beige, une lampe bancale, une couverture à fleurs qui semblait d'un autre temps. J'ai soupiré longuement. Puis j'ai pris la télécommande dans ma main, sans jamais allumer la télévision. Ce soir-là, j'ai mangé à peine la moitié, froide. Le reste, je l'ai rangé pour le lendemain matin. J'ai plié mon manteau sur le dossier de la chaise, me suis assise sur le lit dans le silence. Mes pensées retournaient à ces couloirs, à cette chambre, à ces regards de Nia quand elle m'avait vu franchir le seuil sans y être la bienvenue. Pas blessée, pas encore en colère. Simplement pas surprise. Le matin se lève plus vite que prévu, comme il le fait quand on ne dort que par tranches. Je suis restée allongée un moment, à regarder la lumière filtrée à travers les rideaux trop fins. Le chauffage s'était mis en marche pendant la nuit, avec ses bruits de soufflerie trop secs. Je me suis assise lentement, les articulations raides, le lit trop mou. J'ai pris l'assiette posée sur le bureau et j'ai mangé en silence, même si le goût n'était plus là. Le poulet était devenu sec, mais je l'ai avalé quand même. J'ai rangé la baguette vide dans la poubelle, puis je suis allée me laver les mains. En relevant la tête, j'ai croisé mon reflet dans le miroir au-dessus du lavabo. Mes yeux semblaient fatigués, plus creuses qu'ouillés. Quelque chose dans mon visage avait changé, pas de façon flagrante, mais comme si quelque chose s'était de place à l'intérieur. Je suis retournée m'asseoir au bureau et j'ai sorti de mon sac une vieille enveloppe que je gardais toujours dans la poche latérale. Les papiers de la banque, le contrat de prêt, tout ce que j'avais signé pour aider Malik à acheter cet appartement. Par habitude, je les relisais de temps en temps. Mais cette fois, c'était différent. Je les ai étalés sur la table, bien à plat. Mon nom apparaissait noir sur blanc, juste à côté du sien. Je me souvenais parfaitement de ce jour. Il m'avait appelé depuis l'agence. Tout excité, il manquait une garante pour que le dossier soit accepté. J'avais fonce, sans réfléchir, encore un uniforme de travail. J'avais signé sans hésiter. Je me souvenais de son sourire quand il avait eu les clés. Tu auras toujours ta place ici, maman. Toujours. Je suis restée un moment à fixer ma signature. Puis j'ai attrapé mon téléphone. Le numéro de l'agence bancaire était écrit en haut de la page. J'ai appuyé lentement sur chaque chiffre. Une pression à la fois et j'ai porté l'appareil à mon oreille. Une femme a répondu, aimable et professionnelle. Je lui ai donné mon nom, l'adresse de l'appartement, le numéro du prêt. Puis je lui ai demandé ce qu'il fallait faire pour me retirer du crédit. Elle a hésité, sa voix devenant plus prudente. Vous souhaitez être dégagée de la garantie, madame? Oui, c'est exactement le cas. Elle m'a expliqué la procédure. Il faudrait remplir des formulaires, obtenir des signatures, atteindre l'accord du siège. Malik devrait refaire un dossier seul ou trouver quelqu'un d'autre pour garantir le prêt, mais c'était faisable. Quand j'ai raccroché, je n'ai pas ressenti de triomphe. Juste un calme étrange, une petite clarté au fond de moi, comme une pièce qu'on aurait aérée après des années à l'ombre. J'ai rangé les papiers dans mon sac, lentement, avec soin, puis je me suis levée. J'ai remis la couette en place et j'ai décidé qu'il était temps de retourner là-bas. Pas pour rester, pas pour discuter, juste pour récupérer ce qui était encore à moi. Remonter jusqu'à lieu immeuble me faisait drôle. J'étais encore la veille, mais cette fois, je n'apportais ni gâteau ni espoir. J'y allais pour moi, pour récupérer ce que je n'étais plus obligée de laisser derrière. Le soleil était déjà haut, les rues calmes, presque figées, la voiture de Malik n'était pas là. Tant mieux. Je ne voulais pas de dispute,
Je ne voulais pas qu'il me voie comme une mère blessée venue régler ses comptes. J'étais simplement venue pour ce qui m'appartenait. Inès a ouvert la porte avec cette même expression tendue qu'elle avait eue la veille. Ni hostile ni chaleureuse, juste surprise de me revoir si tôt. Elle a posé une main sur l'encadrement, comme pour s'adosser à quelque chose de stable. Je suis venue récupérer quelques affaires dans le grenier, ai-je dit calmement. Et la table, celle que Norbert a construite. Elle a cligné des yeux, puis s'est écartée sans un mot pour me laisser passer. Il n'est pas là, a-t-elle soufflé. Je sais. L'intérieur sentait la cannelle et le citron. Sûrement le gâteau, découpé et entamé sur le plan de travail, entouré de fourchettes sales et de serviettes froissées. Je n'ai pas jeté une huile trop long. J'ai traversé le couloir d'un pas lent mais sûr, jusqu'à la petite trappe qui menait au grenier. L'échelle grinquait comme toujours. J'ai grimpé doucement. L'air chaud du grenier m'enveloppant aussitôt. La poussière dansait dans la lumière filtrée par les vasistas. Les cartons étaient là, marques de mon écriture. 3 boîtes, albums photos, vaisselle de ma mère bien emballée, une couverture que je n'avais jamais terminé de coudre, et la table, recouverte d'une bâche, dont les pieds dépassaient légèrement. Norbert avait fabriqué cette table quand Malik avait 10 ans. Chaque éraflure, chaque coin adouci par le temps racontait quelque chose. Les chaises étaient encore là aussi. Je me suis rappelé que Norbert avait gravé nos initiales sous l'assise de chacune. Je suis descendu avec les boîtes, une à une. Inès restait à l'écart, les bras croisés, muette. Elle n'a pas proposé son aide, mais elle n'a pas non plus cherché à m'empêcher. En déposant la dernière boîte, je me suis arrêté. Je ferai livrer la table, ai-je dit. Elle est trop lourde pour moi. Elle a hoché la tête, ses lèvres étaient pincées. Malik ne va pas apprécier. Je l'ai regardé sans détour. Elle n'était pas mécontente, juste habituée à ce que je m'étais. Il n'a pas apprécié. Ai-je répondu calmement. Ce n'était pas à lui. J'ai quitté l'appartement sans attendre d'autres réactions. Le vent soufflait doucement dehors, emportant quelques feuilles. Le soleil me chauffait les épaules. Je suis descendu les marches une dernière fois, les bras pleins de ce qu'il me restait. J'ai tout rangé dans le coffre, lentement. Je ne me suis pas retourné en partant, pas par défi. Juste parce qu'il n'y avait plus rien à regarder. De retour à l'hôtel, j'ai posé les boîtes sur le lit et j'ai ouvert celle du dessous. Les albums photos étaient là épais un peu cornés. J'en ai ouvert un au hasard. Malik a 3 ans, dans une salopette, le menton barbouillé de jus. Une autre page montrait Norbert, penché sur la table qu'il construisait, manches retroussées, sur dans les cheveux. Chaque photo me tirait en arrière, mais ce n'était pas pour que j'avais ouvert le carton. J'ai trouvé l'enveloppe que j'avais sortie la veille, celle de la banque, et je l'ai posée sur le bureau. J'ai ensuite sorti le formulaire que l'agente m'avait envoyé par courriel le matin même. Le jargon administratif me paraissait toujours aussi sec, mais je lisais chaque ligne avec attention. Libération de responsabilité, retraite de co-emprunteur, acceptation des nouvelles conditions. Je signais ligne après ligne avec un calme que je ne me connaissais pas parce que était facile, mais parce que devenait nécessaire. Ce n'était pas un reniement, ce n'était pas une revanche, c'était un nettoyage, comme dépoussiérer un miroir après trop d'années. Je ne cherchais pas à effacer ce qui avait été, seulement à remettre les choses à leur juste place. Une fois les papiers remplis, je suis descendu à la réception pour demander une enveloppe et une adresse d'impression. Le réceptionniste m'a tendu un plan avec un petit sourire et fatigue. À 2 rues d'ici, sur l'avenue principale. Je suis allé avec les fenêtres ouvertes, le vent glissant entre mes doigts, l'air tiède contre mon visage. À la boutique, j'ai imprimé les documents, les ai glissés dans l'enveloppe, puis je suis entré dans le bureau de poste d'à côté. Envoie une recommande avec accuse de réception. J'ai rangé la preuve dans mon sac comme on garde un ticket de sortie. Ce n'était pas que pour le prêt, qu'était pour tout le reste aussi. Pour le prêt de la voiture pendant ses études. Pour les courses livrées en silence quand ils traversaient un mois difficile. Pour les stages, les scamdettes, les urgences dentaires, le smoking loué à la dernière minute pour un mariage.
Ce n'était jamais une question d'argent. C'était une question de cœur. Mais un cœur qu'on vide à force de le prendre, sans demander, finit par ne plus battre que pour les autres. Le soir, je me suis assise sur le lit, j'ai appelé un service de déménagement et donné l'adresse. Je leur ai expliqué qu'il s'agissait d'un petit meuble et d'une table précieuse. Ils m'ont dit qu'ils passeraient le lendemain matin. Puis j'ai éteint la lumière, me suis allongée et j'ai écouté les voitures passer derrière les volets. Le calme était différent cette fois. Il n'était pas vide. Il était libéré. Les déménageurs sont arrivés à l'heure. Deux jeunes hommes souriants avec des bras solides et des couvertures de protection pliées à l'arrière de leur camion. Je leur ai donné l'adresse. Je les ai suivis en voiture. Quelques mètres derrière, le cours calme, je n'avais pas prévenu Malik. Je n'en voyais pas l'utilité. J'avais déjà tout dit. Le reste n'était que formalité. Quand ils ont frappé, c'est Inès qui a ouvert. Elle a eu un léger sursaut. Surprise peut être de me voir si déterminée. Mais elle n'a pas posé de questions. Elle s'est simplement écartée. Peut-être avait-elle compris, la veille, que je n'étais plus une femme en visite, mais quelqu'un venu clorer quelque chose. Je suis restée dehors, à côté des boîtes aux lettres, pendant qu'ils montaient. L'un d'eux est redescendu pour me demander si je voulais aussi les chaises. J'ai dit oui, toutes les six. Norbert avait gravé nos initiales sur chacune d'elles, un geste discret mais plein de tendresse. Personne ne s'en souvenait sauf moi. Ils ont emballé la table avec précaution, démonté les pièces, enveloppé le tout dans des couvertures épaisses, puis l'ont fixé dans le camion avec des sangles larges. C'était un petit meuble, pas grand-chose aux yeux de beaucoup. Mais à mes yeux, il contenait 31 de repas, de silences, de rires et touffes. Avant de partir, l'un des déménageurs m'a salué d'un signe de tête. On s'en occupe, madame. Livraison demain matin, c'est bien cas. Oui, demain matin, c'est parfait. Je l'ai remercié. Les aérogardes s'éloignèrent dans la rue. Le camion blanc disparaissant doucement au coin de l'avenue. Le quartier était calme. Quelques feuilles tournaient sur le bitume. Une brise tiède passait sous mon foulard. Je n'avais plus rien à chercher ici. L'appartement était resté figé dans un moment où l'on avait décidé que je n'avais plus ma place. Mais dehors, le ciel était clair. La lumière me réchauffait doucement le visage. J'ai pris une grande inspiration, puis je suis montée dans ma voiture. Le trajet du retour fut paisible. J'avais laissé derrière moi ce que je ne pouvais plus porter, et j'emportais ce qui me restait, ce qui m'avait appartenu depuis le début. Rien d'excessif, rien de triomphant, juste ce qu'il fallait pour continuer. Le téléphone a sonné juste après le dîner. Je venais de plier une petite tasse de ligne que j'avais lavée la veille dans la laverie au coin de la rue. Je reconnaissais la sonnerie avant même de voir l'écran. Malik. J'ai laissé sonner une première fois, puis une deuxième, la troisième, j'ai décroché. Maman, dit-il d'une voix tendue, entre l'incompréhension et la colère. Inès m'a dit que tu étais revenu chercher la table, et les déménageurs m'ont confirmé la livraison. Je suis restée un instant silencieuse, une serviette propre posée sur mes genoux. Cette table appartenait à ton père. Il l'a construite de ses mains. Elle n'avait plus sa place dans un endroit où son nom ne compte plus. En blanc, il respirait fort, comme s'il cherchait ses mots. Je comprends pas pourquoi tu fais que maintenant. Je t'ai dit que l'appartement était plein. On n'a pas voulu te blesser. Mais vous l'avez fait, et j'ai répondu. En me faisant comprendre qu'il n'y avait plus de place pour moi, ni dans la chambre que j'avais essayé d'aménager, ni dans vos projets. Sa voix s'est durcie. Tu me mets dans une situation compliquée. Ce n'est pas juste. Ce qui n'était pas juste, c'était de me demander de tout donner sans jamais te demander si je me sentais encore la bienvenue. Tu as eu besoin de moi pour tes études, pour la voiture, pour quel appartement, et je l'ai fait de bon cœur, mais le respect aurait dû venir avec. Je l'entendais bouger, une chaise qui raclait le sol peut-être. Tu te retires du prêt aussi. Sérieusement, tu veux que je fasse quoi maintenant? Tu vas trouver une solution, comme moi, tu n'es pas seul, tu vis avec deux parents sous ton toit, n'est-ce pas? Il a soupiré longuement, cette expiration tendue qui décide tout sans mot. On ne voulait pas mal faire. Et pourtant,
Si c'est ce que vous avez fait, ai-je dit sans élever la voix, ce n'est pas une question d'intention, c'est une question de choix. Tu as fait le tien. Moi aussi. Il n'a rien répondu. Je suis resté encore quelques secondes, puis j'ai dit, je te souhaite d'être heureux, Malik. Vraiment. Mais je ne vais plus chercher à entrer dans une vie où on m'a appris à attendre dehors. Et j'ai raccroché. Ma main trembla légèrement lorsque j'ai reposé le téléphone, mais ça n'a duré qu'un instant. Le silence qui a suivi n'était plus pesant. Il était net, il éclairait, comme un ciel avait après l'orage. Je suis partie de l'hôtel de l'Aube, sans bruit, valise bouclée, boîte de photos bien calée sur la banquette arrière. Le réceptionniste m'a souhaité bonne route, sans plus. Le camion de déménageur devait livrer la table dans la matinée, directement à mon nouvel appartement à Limoges. Un petit deux pièces tranquille, avec une cuisine en coin et une fenêtre qui donnait sur un jardin public. Mais avant de rentrer, j'ai fait un détour. Le centre social se trouvait dans un ancien bâtiment de briques, près de la rue de l'Égalité. La devanture était défraîchie, mais le hall débordait d'activité. Une assistante sociale prenait des rendez-vous, deux enfants jouant avec un puzzle pendant qu'une jeune femme berçait un bébé contre sa poitrine. L'agitation n'avait rien de chaotique. C'était la vie brute et entière. J'ai demandé à parler à la directrice du centre. Une femme nommée Claire m'a accueilli dans un petit bureau encombré, au regard franc et au sourire doux. Je lui ai expliqué mon projet. Un petit fonds de soutien pour des mères isolées qui reprenaient des études. Pas une grosse somme, mais assez pour payer des livres, une garde d'enfants, un trajet de bus ou un examen. C'était un geste simple, mais il me semblait juste. Claire m'a écouté sans interrompre, puis elle note, pose quelques questions concrètes, m'a expliqué les formalités et les moyens de rendre cela officiel. À la fin, elle m'a serré la main avec les deux siennes. Vous allez changer la vie de quelqu'un. Je l'espère, ai-je dit doucement. Pas que j'ai enfin compris que donner ne devait pas m'écouter tout ce que j'ai. Elle n'a rien demandé de plus. Elle avait compris. En sortant, je suis passé près d'une banque où une jeune mère s'était assise, son bébé endormi dans une écharpe contre sa poitrine. Elle avait le regard et puis m'estigné. Je lui ai adressé un sourire. Elle a hoché la tête avec gratitude et comme si sans un mot, elle reconnaissait en moi quelque chose d'elle-même. Dans la voiture, les mains posées sur le volant, j'ai senti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Pas parce que j'avais donné, mais parce que j'avais choisi acquis. Parce que n'était plus de l'attente ou de la culpabilité, mais une décision, posée, simple, libre. Je n'avais plus besoin d'être utile pour mériter ma place. J'avais compris que l'amour qui se donne son respect finit par se tarir, et qu'il valait mieux offrir une petite lumière à ceux qui cherchent leur route que s'étendre dans un couloir où l'on ne vous ouvre plus la porte. Mon nouvel appartement n'était pas grand, mais il respirait la tranquillité. Une pièce principale avec un coin salon, une petite cuisine ouverte, un tapis tissé à la main, usé propre, une bibliothèque contre le mur, quelques cadres encore vides, et surtout, une grande fenêtre par laquelle la lumière entrait chaque matin sans demander la permission. La table est arrivée comme prévu. Les déménageurs l'ont déposée avec soin près de la fenêtre, exactement là où je la voulais. Je n'ai pas remis toutes les chaises, juste deux. Une pour moi, l'autre légèrement tirée en arrière, comme Norbert le faisait toujours avant de s'asseoir, comme s'il attendait quelqu'un. La médiathèque n'était qu'à quelques rues. Lors de ma première visite, la bibliothécaire, une femme discrète aux cheveux nus et serrés, m'a conduite vers la salle des activités. J'ai rencontré la responsable du programme de bénévolat. Elle m'a accueilli avec un café et m'a proposé de rejoindre les ateliers de lecture pour adultes. J'ai accepté sans réfléchir. Mon premier élève s'appelait Karim. 31 ans, ancien maçon, timide. Il voulait passer le cap pour se reconvertir dans la plomberie. Au début, il lisait à voix basse, trébuchant sur chaque syllabe, l'air de s'excuser d'exister. Je lui ai dit que j'avais tout mon temps et il m'a cru. Mes journées ont pris un rythme lent mais solide. Je marchais jusqu'au marché le matin, j'achetais quelques fruits, une baguette, parfois un pot de confiture à l'abricot. L'après-midi,
Je donnais mes heures à ceux qui en avaient besoin. Le soir, je tricotais devant la radio, le doux ronron de la voix d'un animateur ou une vieille chanson m'était en compagnie. Je n'étais plus dérangé par le silence, il me tenait lieu de présence. Un jour, la banque m'a envoyé une lettre confirmant que j'étais officiellement retiré du prêt. Je l'ai rangé dans un dossier avec mes papiers importants, puis je n'y ai plus pensé. Malik ne m'avait pas rappelé, Inès non plus, et j'avais cessé de vérifier si le téléphone avait sonné. Les fêtes sont arrivées sans bruit, pas d'invitation, mais pas de manque non plus. J'ai préparé une soupe au potiron, allumé une bougie, lu un roman en buvant une tisane à la verveine. Une voisine est passée me laisser une part de galette. On a parlé 10 minutes sur le palier, en souriant doucement. Un matin, je regarde le soleil éclairer les veines du bois de la table, la même que j'avais protégée toutes ces années. Je me suis assise, je pose les mains à plat sur le plateau, senti le relief des gravures de Norbert. Chaque trace était un souvenir, chaque éclat une victoire sur l'effacement. Je n'avais pas prévu cette vie, je l'avais reprise, et elle était à moi entièrement. Le jour de Noël, l'air était vif mais pas mordant. Un de ces matins où la ville semblait retenir son souffle, où les rues se vidaient et les intérieurs se remplissant. J'ai entendu des rires d'enfants derrière les murs, les chaises tirées, les verres qui s'entrechoquaient. En bas, une voisine faisait tourner une playlist de chansons anciennes sur son balcon, comme chaque année. Moi, j'ai dressé une table simple, mais belle. Une assiette, un verre, une serviette pliée. Et en face de moi, une chaise tirée légèrement en arrière, celle de Norbert. Ce n'était pas un geste triste, ce n'était pas du regret, qu'était de la fidélité. Une manière de dire, je me souviens, je n'avais pas reçu d'invitation de Malik, je ne m'y attendais pas, et pour la première fois, je n'en avais pas envie. Il n'y avait rien de plus puissant que de faire semblant d'être attendu là où l'on ne l'espace. J'avais pas trop d'années à sourire à travers l'effort. Cette année, je voulais la vérité. J'ai préparé un repas simple. Quelques légumes rôtis, une cuisse de canard, une pâte de clafoutis aux poires que j'avais fait la veille. J'ai dressé la table avec la vaisselle de ma mère, et j'ai allumé une bougie, pas pour la solennité, pour la chaleur. J'ai mangé lentement, chaque bouchée avait du goût. Je n'ai pensé ni au passé ni à ce que j'aurais pu recevoir. Je n'ai pas regardé mon téléphone une seule fois, pas parce que je m'interdisais d'espérer, mais parce que j'avais cessé d'attendre. Après le repas, j'ai lavé la vaisselle à la main, en silence, l'eau tiède me réchauffant les doigts. J'ai séché chaque assiette avec soin. J'ai replacé la nappe dans le tiroir, soufflé la bougie, puis je suis allé m'asseoir près de la fenêtre. Dehors, les lumières clignotaient encore sur les balcons, les familles riaient à travers les murs, et moi je me suis sentie paisible. La solitude n'était plus une absence, qu'était un choix. Je n'avais pas renoncé à l'amour, j'avais simplement cessé de le mendier. Il me restait encore des choses à dire, pas pour les entendre en retour, pas pour obtenir des excuses, mais simplement pour qu'elles ne restent pas coincées en moi. Alors j'ai pris du papier à lettres, celui que je gardais depuis des années au fond d'un tiroir, est un stylo noir à l'encre fluide. Le soir, après le dîner, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai commencé à écrire. La première lettre, je l'ai adressée à Malik. Je n'ai pas parlé de colère. Je n'ai pas compté ce que j'avais donné. J'ai écrit que j'étais. Je lui ai raconté les débuts, les longues journées passées à conduire ses bus scolaires à l'aube, les repas sautés pour qu'il puisse avoir ses fournitures. Je lui ai dit à quel point j'avais été fière, autrefois, de l'homme qu'il devenait, et puis je lui ai parlé du basculement, du moment où je me suis rendu compte qu'on me demandait d'aimer sans être vu, sans être invité à la table. Je lui ai dit que je ne lui en voulais pas, mais que je ne pouvais plus continuer à me perdre en silence. J'ai plié la lettre, l'ai glissée dans une enveloppe, sans timbre, sans adresse. La deuxième lettre était pour Norbert. Je ne lui avais pas écrit depuis sa mort. Ce soir-là, mes mains avaient tremblé et mes phrases n'avaient uni de bout ni fin. Cette fois, je lui ai raconté la table, la lumière qui tombait dessus chaque matin. Je lui ai dit que je la protégeais encore, que notre fils avait grandi, qu'il avait fait ses choix, et que moi aussi, j'avais enfin fait les miens.
Je lui ai parlé de la paix que j'avais trouvée ici, dans ce petit appartement tranquille. Je lui ai dit qu'il me manquait toujours, mais que je n'étais plus cassé. J'ai terminé avec un simple merci. Pour tout ce qu'il m'avait donné sans bruit. La dernière lettre, je me l'ai écrite à moi-même, qui était la plus difficile. J'ai commencé par des excuses, pour m'être oublié si longtemps, pour avoir cru que l'amour, qui était resté, même quand on était effacé. Puis j'ai écrit des remerciements, pour avoir tenu bon, pour avoir su partir, pour avoir choisi une vie pleine de vie utile plutôt qu'une pleine étouffante. J'ai rangé les 3 enveloppes dans une petite boîte en bois, celle qui autrefois contenait mes recettes de cuisine. Je l'ai glissée au fond d'un tiroir, non pas pour l'oublier, mais pour qu'elle repose. Ces lettres ne changeraient rien dehors, le téléphone restait muet, la boîte aux lettres vide, mais en moi, quelque chose s'était remis à circuler, pas la colère, pas le regret, seulement ma voix, enfin retrouvée. Les saisons ont tourné doucement. Les branches nuées de janvier ont laissé place aux bourgeons d'avril, puis au feuillage épais de l'été. La lumière sur la table changeait de ton selon les heures. Je connaissais désormais ses moindres reflets. La routine s'était installée sans pesser. Les matins à la médiathèque, les après-midi à guider les jeunes mères dans le lieu de marché, les soirs à lire ou à tricoter, la radio en fond sonore. Un soir de juin, je suis rentrée à pied après une longue journée. Le ciel était lavandiateur, d'une douceur presque irréelle. Les pavés tièdes sous mes pieds, l'air charge du parfum des stylules. En arrivant au coin de ma rue, j'ai vu une mère accroupie près de sa fille, l'aidant à se lancer sur un petit vélo. L'enfant avant caïd, hésitante, concentrée, les bras tendus. Elle a roulé quelques mètres avant de tomber doucement, mais elle ne s'est pas mise à pleurer. Elle regarde sa mère, qui l'a encouragée d'un sourire tranquille. Je me suis arrêtée là sans bouger. Je les ai regardés un moment, et j'ai pensé à toutes les fois où j'avais tenu trop fort, où j'avais confondu amour et contrôle, où j'avais cru qu'aimer, qu'était empêché de tomber. Mais ce soir-là, je l'ai compris autrement. L'amour, parfois, qu'est tenir juste assez pour qu'ils s'entendent même, mais jamais trop pour les empêcher de trouver leur équilibre. Une fois rentrée, j'ai ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air du soir. J'ai allumé une bougie sur la table, comme chaque fois que le jour s'achevait dans le calme. Je me suis assise sans rien faire, juste là dans cette pièce à moi, avec cette lumière à moi, ce silence à moi. La liberté n'était pas arrivée d'un coup, elle s'était glissée doucement, dans un formulaire signé, dans une boîte retirée du grenier, dans des mots posés sur du papier. Elle n'avait rien écrit. Elle avait simplement cessé de plaire à ceux qui ne voyaient pas sa valeur. Je n'attendais plus qu'on m'appelle. Je n'espérais plus d'invitations et je ne pleurais plus ce que j'avais laissé. Parce que tout ce qui m'entourait, maintenant, je l'avais choisi. Et ce que j'étais devenue, je l'étais devenue en cessant de me cacher. Je n'avais plus grand-chose, mais ce que j'avais, je l'avais en entier, et c'était assez, plus qu'assez,